Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bienvenue dans Actu Débat sur la 97.1. Actu Débat qui reçoit pour vous ce matin Ildefonse Akpaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe et administrateur général du site d'information La Gazette du Togo.com. Ildefonse Akpaki, bonjour. Bonjour Elie et bonjour à tous ceux et celles qui nous entendent. L'autre confrère qui est avec nous, c'est Credo Tété, directeur de publication du journal Le Médium. Credo Tété, bonjour. Bonjour Elie, bonjour Ildefonse et bonjour à tous ceux qui sont câblés. Eh bien, Credo Tété, votre journal est sorti ce matin. Le Médium, son 257e numéro, bien sûr, écrit. On va donc découvrir la une de votre journal. Société Infrastructure Routière, le chemin de croix des usagers de la nationale numéro 2. On peut également lire la une de votre journal. Éducation, Université de Lomé, la bibliothèque et le service de sécurité et s'équipe. Économie, le gouvernement revoit la croissance du pays à 5,3% en 2017. Justice, problème foncier, une pauvre revendeuse à Tikpodji bientôt dépossédée de son bien immeuble à Hijranaoué. Politique, vous en parlez également dans votre journal. Processus de réparation, le Conseil chrétien a clôturé la semaine de purification du Togo. Merci donc à vous, Credo Tété. J'espère que les auditeurs de la Super de Métropolis et également les auditrices vont s'en procurer. Eh bien, Credo Tété, on découvre une mauvaise nouvelle ce matin. Le FIDA, qui est le Fonds d'investissement pour le développement agricole, se dit déçu des résultats de la mise en œuvre du projet de promotion de l'entrepreneuriat rural sur les 3 dernières années au Togo. La chargée de portefeuille de FIDA, en la personne de Esther Kassalou, en séjour à Lomé depuis le 26 juin dernier, vient de clôturer la revue à mi-parcours avec le ministre de la Culture, le colonel Agadazi, et selon le bilan, la restitution des travaux hier donc a révélé que seulement 10% des résultats attendus sont atteints en 3 ans d'exécution, soit une insignifiante consommation des 19,2 milliards de francs CFA mis à la disposition de ce projet. La triste conséquence, c'est que le FIDA va couper le financement mis à la disposition du Togo et peut-être même bien avant la fin du projet, sinon réorienter les fonds vers d'autres pays. Credo Tété, c'est vraiment triste, n'est-ce pas? Non, mais moi je dis c'est une triste nouvelle, mais qui ne fait que peindre les réalités sur le terrain ou bien qui questionne les compétences des gens qu'on met pour piloter des projets. Je suis triste, tout comme cette nouvelle Elie, pour dire que depuis un certain temps, nous, au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, et surtout de son patron, on nous a donné l'impression comme quoi ce sont des marionnettes qui jouent les premiers rôles. Et aujourd'hui, avec cette descente de FIDA sur le terrain pour une évaluation, on voit que moins de 10%, même sinon près de 10% que nous avons consommé. Donc c'est dire que alors que les besoins sont pressants sur le terrain, donc comment est-ce que les fonds ont été utilisés? Est-ce que les fonds là n'ont pas été dilapidés? Donc je crois que le principe de redevabilité doit être de mise pour que les gens puissent rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire, rendre compte aux populations. Parce que arriver à avoir ce financement, cette orientation du FIDA et ne pas l'exploiter à bon escient, cela ne fait que dénoter d'une incompétence au niveau de ce ministère de l'Agriculture. Et le premier concerné, c'est le colonel Agadazi qui doit être interrogé, sinon il doit débarrasser le plancher. Eh bien, Ildefonse Akpaki, c'est la triste nouvelle. Et pourtant, le ministre Agadazi, on le voit souvent s'activer sur le terrain pour parler de promotion de l'agriculture, de l'entrepreneuriat agricole. Et voilà que les résultats sont très décevants. Vous savez que ce qui me pose problème dans la gestion même de la chose publique au Togo, c'est les propos de certaines autorités, ou bien de la plupart même des autorités togolaises, qui sont en adéquation avec les actes. Vous avez dit tout à l'heure que le ministre, disons plutôt, fait semblant
le ministre fait semblant d'être actif sur le terrain. C'est vous qui employez ce terme. Oui, mais les résultats sont là. Vous avez dit quoi tout à l'heure par rapport au rapport de FIDAR? Très décevant. Ça veut dire que ce n'est que de la poudre aux yeux ce qu'il pose comme acte. Parce que les résultats, près de 10% seulement. Alors, le problème posé aujourd'hui, c'est celui d'abord, de l'incompétence, comme l'a dit Credo, et de la mauvaise gestion même de la chose publique. L'incompétence parce que ces messieurs et dames qui ont été cooptés à certains postes de responsabilité n'ont pas la capacité, n'ont pas la carrure, n'ont pas les qualités qu'il faut. Alors les résultats sont là. Maintenant, la mauvaise gestion, c'est que on n'est pas arrivé à contrôler comme cela se doit le travail que certaines autorités font sur le terrain. Quand je parle de contrôler, lui, il a parlé tout à l'heure de la reddition des comptes. On n'arrive pas à faire le compte. On a fait la reddition de comptes. On se prêtait à l'exercice. On s'est mis dans la tête que nous sommes en train de gérer une république et qu'au finish, on doit rendre compte. Je crois que les scènes auxquelles nous sommes confrontés au niveau même de l'appareil étatique togolais, nous ne devons pas les constater, les vivre. Mais à partir du moment où ils ne rendent compte à personne, c'est que la voie est ouverte pour, excusez-moi, toutes les bêtises possibles. Parce que si vous recevez quelque chose qui doit servir aux citoyens et qu'on se rend compte que vous faites semblant sur le terrain de faire le travail et qu'au finish, on est arrivé à vous faire un examen et qu'on se rend compte que tout ce que vous étiez en train de faire sur le terrain, c'est de la mise en scène. C'est de la mise en scène. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sévir. Des gens comme M. Agadazi et Nisao Nyofam, c'est des gens qu'il faut gommer de l'appareil gouvernemental togolais. Parce que non seulement ils abusent des populations pour le fait que ce qu'ils disent sont contraires aux actes qu'ils posent. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le sommet, si le sommet n'est pas complice de tout ce qui se passe là, il faut que le sommet agisse. La conséquence est grave, sinon gravissime. Le FIDA décide donc de couper le financement avec le Togo. Vous savez, je me rappelle une phrase de M. Adegnon, le comte amiral Adegnon, qui avait reçu il y a quelques mois les premiers responsables du Synfort qui étaient en grève au CHU Tocoin. Et il avait laissé entendre dire ceci: vous êtes des écervelés. Il a dit aux médecins comme ça. J'avais la bande, puisque ces responsables-là sont très très futés. Ils ont pris soin d'enregistrer les conversations. Et le comte amiral était dans tous ses états, fâché, et débitait toute sa bile sur ces responsables-là. Quelqu'un qui veut que son droit lui soit accordé se trouve être aujourd'hui un écervelé. Et pire, il dit, si vous pensez que les autorités viendront se soigner ici, vous vous trompez. C'est la même chose, parce que là, ceux qui en pâtissent, ce ne sont pas ceux-là qui sont dans de beaux costumes, comme Agadazi, mais c'est le peuple qui en pâtit. Vous voyez que cette manière même de ces autorités togolaises décrit, excusez-moi, ce que j'appelle le cynisme. Parce qu'avec ce projet FIDA qui est parti une fois pour de bon, ce qui arrivera, c'est que ceux qui, le peu de nombre qui avaient bénéficié, va se trouver coupé de l'aide. Qui en pâtit? Ce n'est pas Agadazi, mais c'est le peuple.
Merci Ildefonse Akpaki. Credo Tété, vous aussi, vous soulevez un problème d'ordre social. Vous parlez donc vous écrivez le chemin de croix des usagers de la nationale numéro 2. Et c'est ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement dans cet article que les lecteurs peuvent lire donc à la page 3 de votre journal paru ce jour? Non, je crois que les usagers qui ont l'habitude d'emprunter la nationale numéro 2 ne cessent de Quand on parle de la nationale numéro 2, la nationale numéro 2, c'est la route qui va à Palimé, à Lomé-Palimé, et plus précisément après le rond-point d'Adido-Gomé, pour aller à Zanguera. Donc je crois que c'est la croix et la bannière. Et nous disons, c'est plus grave que ça. Donc c'est un chemin de croix que les usagers sont en train de faire parce que si on voit l'état comateux même des voies, et si on voit également, si on se souvient qu'il y a 4 ans, la délégation spéciale de la préfecture du Golfe a fait ériger un panneau en dur sur la voie avec l'inscription « Attention, ne pas risquer » est prévu un boulevard de 70 mètres, limitez vos constructions. Message de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, la délégation spéciale, le président n'est autre que M. Aboka. Donc depuis 4 ans, donc qu'on a demandé aux commerçants qui sont aux abords de cette route, on les a forcés, ou bien on a même cassé leurs étalages sous prétexte qu'on va agrandir la voie. Depuis 4 ans, on n'a pas... Rien n'est fait. Rien n'est fait. Et en plus du fait que rien n'est fait, on voit que et on n'a que des trous assez béants sur cette voie, ce qui complique la tâche aux usagers de cette voie qui occasionnent parfois des accidents. Qui occasionnent de graves accidents parce que tous les jours, pratiquement, il y a des accidents sur cette voie parce que soit c'est les motos qui tombent dans des trous, surtout en saison pluvieuse où les trous ne sont pas perceptibles. Donc ça cause énormément d'accidents et on se demande si au niveau de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, il y a eu cette action d'il y a 4 ans sans suite. Donc je crois que nous reposons, comme on l'a fait dans le cas de FIDA, le principe de redevabilité. Donc les gens ne rendent pas des comptes ou bien les gens ont fait ça juste pour faire plaisir à l'autorité ou bien pour gagner des points. Mais on ne peut pas comprendre que depuis, rien n'est fait sur cette voie. Donc si vous considérez cette nationale numéro 2, les deux abords de cette nationale numéro 2 sont plus vastes que la nationale même. Donc on se demande quelles sont les idées qui sont faites depuis 4 ans qui n'ont pas pu être matérialisées ou bien connaître un début de réalisation. Donc nous attirons l'attention des autorités au plus haut niveau sur cet état de fait parce que ce sont les populations qui en pâtissent. Prenez le vilain plaisir ou bien ayez le malheur d'avoir votre logement à partir de cette voie. Si vous faites l'aller-retour le matin ou bien dans la journée, dites-vous que vous n'avez plus besoin de prendre des cours de Zumba parce que là, vous êtes tellement cassé. Donc c'est comme si vous avez fait des exercices parce que même dans votre véhicule, non seulement les véhicules tombent régulièrement en panne, sont endommagés, mais vous-même physiquement, vous recevez le coup là. Malheureusement, ceux qui sont censés faire cette voie n'ont pas l'habitude de l'emprunter. Ce sont les pauvres citoyens qui sont ainsi livrés. Et lorsqu'on livre les pauvres citoyens, ou bien lorsqu'il y a des responsabilités que les gens délibérément ne veulent pas assumer, donc on jette de l'opprobre sur le premier magistrat de ce pays. Donc il va falloir qu'on puisse dire cela et demander également au premier magistrat de demander des comptes à ses administrés, de demander des comptes, parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis 4 ans, qu'on a chassé les gens qui font des activités de subsistance autour de cette voie, que depuis 4 ans, rien n'est fait. Et la petite voie qu'on appelle la nationale numéro 2 est en train de connaître également une dégradation sévère. Donc, qu'est-ce qui est fait au niveau de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe? Voilà un peu la situation. Donc, il faut que M. Aboka et ses administrés puissent rendre compte de ce projet. S'il y a des blocages, à quel niveau
se situent ces blocages-là, parce que ce sont les populations qui en pâtissent. Et les populations ne peuvent pas être abandonnées à elles-mêmes, végéter dans cette misère, parce que tout juste, nous avons demandé ou bien ces populations ont demandé, ou bien ont trouvé des terrains, ont construit dans cette zone. Donc, on ne va pas les martyriser jusqu'à ce niveau-là. Donc, nous avons fait ce sujet société pour attirer l'attention des autorités sur cette nationale numéro 2, le calvaire, sinon le chemin de croix des usagers tous les jours. Ildefonse Akpaki, ce qu'on peut également noter sur cette nationale numéro 2, c'est que cette nationale numéro 2 va à Kpalimé, qui est une grande ville de la région des Plateaux, qui nourrit beaucoup le Togo sur le plan agricole, tout ce qui est produit agricole. Cette nationale, l'état de cette route aujourd'hui peut avoir des conséquences sur le drainage des produits vers la capitale ou vers les lieux de consommation. C'est automatique, ce que vous dites. Ça, c'est la conséquence de ce que j'ai qualifié de gouvernance dans le désordre. Oui, c'est le désordre. Mais moi, je ne suis pas totalement d'accord avec Credo quand il dit que le premier magistrat... On ne doit pas jeter de l'opprobre sur lui. Le premier magistrat, je l'ai écrit, et quand j'écrivais ça, ça me faisait sourire. Vous savez que pour mettre fin à ce désordre, il faudrait que l'exemple vienne même du premier magistrat. Lorsqu'on appelle quelqu'un homme d'État, cette personne-là respecte sa parole. Cette personne essaie de respecter, à la limite, ce que la loi dit et ce que la loi lui confère comme mission. Lorsque nous sommes dans un État et qu'on se rend compte que c'est le premier magistrat même qui le premier viole la loi fondamentale de cet État, qu'est-ce que vous voulez que ces administrés fassent? L'article 74 fait obligation au chef de l'État de présenter l'état de la nation. C'est comme rendre compte de ce qu'il a fait en tant que premier magistrat à la représentation nationale. Il y a 12 ans, il n'a jamais fait. Pourquoi vous voulez que ceux qui l'entourent le fassent? Il faut donner le bon exemple. Et quand vous donnez le bon exemple et que ceux qui travaillent avec vous ne le fassent pas, vous serez à même de taper du doigt sur la table. Mais quand ce n'est pas comme ça, c'est bonjour les dégâts. Est-ce que vous êtes choqué de vous rendre compte que normalement ça ne devait pas être le cas? Mais puisque la gouvernance se fait dans le désordre, on ne peut qu'assister à ce genre de choses. Prenez toutes les voies qui ont été ouvertes. Vous parlez de la Nationale 2. Il y a la route Lomé-Vaughan en foin. Enfin, les travaux ont été relancés. Il y a la route... Non, les travaux ont été relancés, mais rien n'a commencé sur le terrain. Donc ça aussi, c'est du bluff. Ça, c'est un autre mensonge de M. Nissao Nyonfam qu'on doit normalement sortir du gouvernement. Disons la vérité. Et en plus, le monsieur Nissao Nyonfam n'a même pas la matière nécessaire pour contrôler ces travaux. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, mais il n'a pas la matière, donc n'a pas la compétence aussi. Parce que si nous considérons même son communiqué qui n'est pas daté, disant que les travaux allaient recommencer le mardi dernier. Après, on a eu un autre communiqué bien daté quand même. Non, mais moi, je crois que c'est cela même qui dénote... Le tir a été vite corrigé. Non, le tir, mais on n'a même pas besoin d'enregistrer ce tir. Donc, cela ne fait que refléter même l'état de travail, l'état même du premier responsable de ce ministère, M. Nissao Nyonfam, quelqu'un qui a eu le culot d'aller mentir à la représentation nationale. Et puis, il a menti hontément, donc, parce qu'il était très à l'aise dans ce mensonge-là. Il a menti au peuple togolais. Donc, je crois que quelqu'un qui... je crois que les dieux sont en train de le laisser. Et donc les dieux ne le trahissent pas, mais les dieux sont en train de montrer au peuple togolais son réel visage. C'est quelqu'un qui ne s'occupe que de ses oignons. Et là, ce n'est pas un serviteur de la République. Parce que avant de sortir ce communiqué-là, tu m'excuses, donc c'est qu'il s'est assuré que à la publication de ce communiqué, donc que nous allons voir au moins la présence des ouvriers, des agents sur le terrain.
pas plus tard qu'hier. Donc j'ai encore fait ce tronçon-là. Et j'en ai parlé justement dans l'article sur le chemin de croix des usagers de la Nationale 2. Donc j'ai fait un encadré aussi sur ça. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, c'est vrai, Ildefonse le disait, mais je crois qu'avec sa voix assez suave et mielleuse, c'est passé inaperçu. Aujourd'hui, il faut qu'au niveau du chef de l'État, qu'on prenne la décision de sortir 2 hommes pour l'instant. 2 hommes, parce qu'il y en a encore d'autres. 2 hommes du gouvernement, et je crois que les choses vont bouger. Donc on doit sortir du gouvernement M. Nissaou Nyofam, on doit sortir du gouvernement le colonel Agadazi. Je crois que ces 2 ministres font assez de mal aux populations togolaises. C'est nous les populations togolaises. Donc eux, ils sont cette minorité de cette population. Eux, ils ne vivent pas les mêmes réalités. Donc allez au niveau du collège Saint-Joseph, arpenter cette voie dont l'aîné Ildefonse parle tout de suite, Lomé, Enfouin, Vaughan, vous allez voir que rien n'a commencé. Mais le ministre a une fois encore menti parce qu'il est habitué au mensonge. En tout cas, moi j'ai comme l'impression que il y a une main invisible dans les actes que pose M. Nissaou Nyofam. Celui qui connaît très bien le régime qui régente le Togo ne peut pas avaler aussi facilement le fait que M. Nissaou Nyofam soit allé devant la représentation nationale pour dire que l'argent qui a été budgétisé pour le bitumage de la voie a été reversé pour le compte de la société ou bien de l'entreprise qui a gagné le marché. C'est impossible. 36 milliards se sont comme ça volatilisés dans la nature. Mais quand on pose la question de savoir si effectivement, puisqu'il a dit qu'on a acheté le matériel avec, où sont ces engins? Où est le matériel qui a été acheté? Mais après, c'est 30 milliards, parce que juste la dernière fois quand le Premier ministre lançait les à nouveau, le même. Alors c'est 30 milliards. Depuis la semaine passée, un communiqué est sorti. Vous venez de parler de ce communiqué-là. Mais quand vous mettez tout cela, 36 milliards volatilisés comme ça, on n'a même pas vu les engins. Vous n'avez pas l'idée de ce qui s'est passé dans le temps, et certaines sociétés d'État ont mis la clé sous le paillasson. Vous n'avez pas eu une idée de cela, où on dit, j'ai écouté un ancien directeur général d'une société d'État dont je taire le nom, avec qui j'ai causé, il dit, mais il est là, des fois on vient, on lui dit que le RPT a besoin de telle somme, et lui il envoie. C'est comme ça, certaines sociétés d'État ont mis la clé sous le paillasson. Alors je crois que c'est dans le même sillage, parce que si cela ne revenait qu'à M. Nissaou Nyofam à lui seul, et qu'on se rend compte que 36 milliards ont disparu sans qu'on ne sache là où cette somme est allée, et que ce monsieur est toujours maintenu au gouvernement, et ça c'est extraordinaire. Et qui connaît le régime togolais sait très bien que cela ne peut jamais se passer si il n'y a pas la main du sommet dedans. La main du sommet, c'est vous qui le dites. En tout cas, Crédité demande quand même au chef de l'État donc de réagir par rapport à tous ces comportements inciviques, comme on peut les qualifier. Et Crédité, très rapidement, un petit mot sur cet article qui nous intéresse ici. Justice, problème foncier, une pauvre vendeuse à Tikpodi bientôt dépossédée de son bien immeuble à Ijranawe. Non, je crois qu'il y a quelques mois, nous avons assisté à un folklore. On nous a parlé du forum foncier, mais je crois que... c'est du folklore pour vous? Oui, c'est du folklore, parce qu'ils ne sont pas descendus dans les réalités des quotidiens des Togolais, c'est vrai. Donc il y a des tests qui sont élaborés, mais des tests où n'importe qui se lève encore aujourd'hui sous le couvert d'une collectivité pour gêner les pauvres citoyens. Aujourd'hui, la situation dont nous parlons dans notre journal, c'est d'une dame, une pauvre vendeuse à Tikpodi qui a acquis un terrain il y a 35 ans à Ijranawe, avec tous les papiers, les 3 tampons.
qui a même fait le certificat administratif, mais qui aujourd'hui, depuis quelques semaines, se trouve face à une collectivité qui va ester les habitants de la zone en justice et disant que, en fait, que ceux qui ont vendu le terrain n'en étaient pas les propriétaires et que soit vous renégociez avec notamment cette collectivité Agadi ou vous abandonnez vos bâtisses, vos maisons. Comme une blague, mais on a vu que derrière cette collectivité, il y a des bras, des gros bras, je peux me permettre de les appeler ainsi, qui ont trouvé le filon de la justice jusqu'à aller prendre des décisions de justice, jusqu'à signifier un déguerpissement à ceux qui n'ont pas les moyens de payer encore leur terrain après 35 ans de jouissance légale. Donc là, parmi ces personnes se trouve cette pauvre revendeuse à Atipodi. Donc il faut aller voir ce qu'elle vend même à Atipodi, dans quelles conditions, dans quelle misère, dans quelle souffrance cette dame a pu faire l'économie et a acheté ce terrain il y a 35 ans. Donc aujourd'hui, je crois que les informations nous disent que c'est aujourd'hui même qu'ils ont prévu aller casser sa pauvre maison pour une veuve. Casser sa pauvre maison parce que il y a certaines personnes qui se sont levées, qui ont des relations et qui pensent que le Togo est encore à l'air précambrien, donc on peut se permettre de faire des choses avec le couvert de certains magistrats, entre parenthèses véreux, même si j'admets que tous les magistrats ne sont pas dans la même logique. Donc voilà un peu la réalité de cette pauvre dame qui n'arrive plus à dormir depuis des semaines et qui n'a qu'un seul recours, c'est appeler à la réaction du chef de l'État. Parce que nous nous souvenons également de ce mandat social. Donc s'il y a des gens, d'autres citoyens qui vont essayer de plomber le mandat social du chef de l'État, il faut que le chef de l'État puisse réagir. Donc nous avons vu, à l'heure où nous parlons, je ne sais pas si les tracteurs sont déjà dans la maison de la pauvre revendeuse à Tipodi, à Hidranawe. Donc il faut dire que c'est une triste réalité et on ne peut pas déposséder les gens du jour au lendemain de cette manière de leur bien. C'est là où nous voulons interpeller aussi le ministre Cessenou. Je crois que c'est des préoccupations qu'il doit prendre à bras le corps. S'il n'a pas l'habitude de descendre sur le terrain, mais de rester dans son bureau flétri, et essayer de voir, de lire entre les lignes et de lire sur les papiers. Je crois qu'en tant que ministre de l'urbanisme, il doit également faire des descentes sur le terrain pour essayer de corriger, disons, les abus de ces administrés-là. On ne peut pas comprendre que ce terrain qui a eu les 3 tampons légalement depuis 1992 ou 1995, qui a même fait un certificat administratif dont la demande de titre foncier est toujours dans le circuit, comme on nous le dit habituellement, et que des gens se lèvent un beau matin sous le couvert d'une collectivité à Gadji et veuillent maintenant revendre les terrains aux acquéreurs légaux 35 ans après. Donc c'est dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du foncier. Il faut que le ministre de l'urbanisme réagisse rapidement pour toucher son collègue de la justice pour essayer de mettre un sursis à exécution, parce que lorsqu'on va exécuter cela, donc ça va devenir un drame social. Donc ça sera un autre phénomène social et cela ne va pas apaiser le climat social. Nous sommes dans un processus, dans une dynamique de réconciliation, de purification qu'on vient de terminer. Donc je ne crois pas que, parce que déposséder cette pauvre dame de son bien immeuble, donc c'est comme si on est en train de verser son sang sur le sol togolais. Donc je n'ose pas croire que c'est la dynamique dans laquelle s'inscrit cette collectivité Agadi avec ceux qui la soutiennent. Elia, vous m'avez prêté déjà le mot purification, nous en parlons. Et vous écrivez politique, processus de réparation. Le Conseil chrétien a clôturé la semaine de purification du Togo. La semaine passée a été la grande semaine de purification du Togo. Ildefonse Akpaki, le Togo purifié, de nouvelles énergies rentrent maintenant dans la danse. Et vous en dites quoi? Non, c'est une bonne blague. Je vais aborder le sujet tout de suite. Le temps de dire un mot sur ce que le confrère vient de dire par rapport à la pauvre dame qui
est en train d'être dépossédé de son bien. Vous savez, il a interpellé les ministres. Quand vous prenez le gouvernement togolais, il y a des super ministres, c'est-à-dire que des ministres qui sont ministres normalement, qui agissent. Mais il y a des ministres qui ne sont ministres que sur papier, ils n'ont pas de pouvoir. J'ai écouté il y a un mois, je crois, 2 confrères qui sont très proches du pouvoir togolais, qui, se prononçant sur le cabinet gouvernemental togolais, ont révélé plutôt des choses qui confirment d'ailleurs la réalité. Ils ont dit qu'en réalité, tout ce que vous voyez comme ministre, pour la plupart, ne sont ministres que sur papier parce que il y a un cabinet noir à la présidence de la République. Un cabinet noir. Qui, en réalité, fonctionne à la place de ces ministres-là. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous interpellez un ministre, il vous dit « moi, je n'ai pas le pouvoir de faire ça ». Ou, comme il vient de le dire, en interpellant le ministre CCNU, de descendre sur le terrain, il va descendre sur le terrain, il va faire le constat, mais il n'a pas le pouvoir de décision. C'est des réalités que nous vivons au Togo. Voilà ce que j'ai voulu ajouter. Mais je prie Dieu que la pauvre dame, puisque je crois au dossier de Credo qui a mené les investigations et qui nous a apporté cette information, que le cri de cœur de cette dame soit entendu par ceux-là même qui ont le pouvoir de décision pour rétablir cette dernière dans ses droits. Maintenant, venons à la purification. Ce que vous appelez par purification, qui, à mon sens, est une bonne blague, mais que certains confrères, dont le confrère Ferdinand Guité, a qualifié d'escroquerie morale. Vous savez, les indiscrétions ont fait état de ce que, au cours des travaux de la CVJR, le mot purification avait posé problème. Et le président de cette institution, Monseigneur Nicodème Bariga, avait dit qu'en tant que religieux, purification, c'est trop. C'est trop. Surtout pour un évêque catholique. Parce que le mot purification a un sens bien élevé. Et à la place de purification, on a proposé repentance, on a proposé restauration, on a proposé un certain nombre de mots, mais cela n'est pas passé. On a préféré passer au vote. Et c'est au vote qu'il a été mis en minorité. Le mot a été gardé. Maintenant, venons-en à ce que vous appelez purification. Parce que la purification, à mon sens, c'est le summum même de tout ce qui a été fait. Pour arriver à la purification, on suppose que les victimes ont été recensées et connues. On suppose que les auteurs, les commanditaires ont été reconnus et ont posé des actes qu'il fallait poser, c'est-à-dire reconnaître qu'ils ont fait du tort à l'autre, ils ont demandé pardon. Et si tout cela a été fait, la purification aura son sens. Et donc, vous n'êtes pas contre la purification, Ildefonse, vous n'êtes pas contre la purification, mais la manière. Ce qui a été fait la dernière fois, c'est ce que je dis, c'est ce que nous appelons escroquerie morale. Je vais vous citer un passage biblique sur lequel je me fonde, ou sur lequel le pasteur Mitré s'est fondé la dernière fois pour attirer l'attention des autorités togolaises sur ce qu'ils sont en train de faire. Lui, il n'a pas parlé de purification, il a plutôt parlé de restauration. Et je cite 2 Chroniques 7, 14. Oui. Je cite: « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. »
Fin de citation. Je guérirai son pays. Le Seigneur dit, si il se détourne de ces mauvaises voies, aujourd'hui, dans le cas d'espèce, nous ne savons pas ceux-là qui ont versé le sang de ces pauvres citoyens. Où sont-ils? S'ils se détournent, où est maintenant cette garantie de non-répétition? Qu'est-ce qui nous prouve que demain, il n'y aura plus du sang versé? Tout ça, quand vous mettez ensemble, vous allez vous rendre compte que c'est une bonne blague. Même chez les animistes. Chez les animistes. Avant qu'on ne procède à ces genres de cérémonies, on consulte les oracles. Je suis sûr que si les oracles ont été consultés comme cela se doit, on dira, est-ce que vous connaissez ceux qui ont fait verser le sang des autres? Si oui, il faut qu'ils le reconnaissent avant que le sacrifice ne soit fait. Parce qu'on a toujours dit, quand c'est mauvais, ça attire la malédiction. Je prie Dieu que ce qu'ils ont fait, ces foutaises qu'ils ont fait la dernière fois, n'attire pas. Vos propos, c'est quand même une décision étatique. Non, la décision étatique peut engendrer ce que nous appelons aussi malédiction. Ils le savent, ceux qui ont décidé ça, qu'avant d'aller à la purification, si on tue, on doit savoir ceux qui ont tué. Où sont-ils, ceux qui ont tué? Est-ce que c'est le plus important, montrer ceux qui ont tué ou que l'État puisse présenter des excuses? Non, vous savez? N'est-ce pas les exposer Non, on ne demande pas de les exhiber. On demande que ça se passe comme cela a été fait en Afrique du Sud. Puisque nous avons copié la chose de quelque part. Mais lorsqu'ils ont parlé de la justice transitionnelle, j'ai dit plusieurs fois ici que dans l'expression justice transitionnelle, il y a le mot transition que nous avons. Et le mot transition suppose que nous devons partir d'un ordre pour aller à un ancien ordre pour aller à un nouvel ordre. C'est ça. Et en Afrique du Sud, vous avez vu ce qui s'est passé avec Frédéric de Klerk. On est parti de l'apartheid pour ce que nous avons aujourd'hui. Et tout le monde entier a été éberlué d'entendre Frédéric de Klerk, ancien président de l'Afrique du Sud, présenter des excuses aux Noirs et à ces Blancs-là qui étaient ensemble avec les Noirs. Ce processus a marché parce que, après de Klerk, il y a eu tout ce groupe de Blancs et de Noirs d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi parmi les Noirs des gens des exactions qui ont présenté qui ont reconnu d'abord avoir posé des actes graves contre leurs compatriotes. Ils ont demandé pardon et le processus a été lancé. Ça a marché. Est-ce que c'est le cas ici? Moi, je ne demande pas qu'on exhibe les gens, mais je demande, mais allez poser la question aux membres de la CVJR si les audiences qu'ils ont eues, parce qu'il y a eu 3 audiences, publiques, une caméra et puis privée. Si au cours de ces 3 audiences-là, des énormités n'ont pas été dites, c'est-à-dire que des choses incroyables n'ont pas été dites. Mais c'est comme, je l'ai dit la dernière fois, je te poignarde, tu n'es pas mort, tu es encore en vie. Et c'est Credo qui vient demander pardon en mon nom. Et en venant même te demander pardon, il ne prend pas soin de me dire de venir pour qu'on aille ensemble. Mais comment pouvons-nous créer ou bien comment pouvons-nous diriger un État lorsqu'on se rend compte qu'au sein même de cet État-là, certains citoyens ont le droit de vie et de mort sur d'autres. On peut tuer certains sans qu'on ne demande de compte à ceux-là qui tuent et la vie continue. C'est pas possible. Moi, je me suis dit que purification, c'est... Non, mais excusez-moi, que ce qui s'est passé la dernière fois, pour arriver à l'étape là, c'était pas ça qu'ils doivent faire. Vous avez entendu ce que le Seigneur a dit. Si ces gens-là se détournent de leur mauvaise voie, je les exaucerai. Je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Est-ce que c'est ce qui a été fait? Voilà pourquoi je dis, ce qui a été fait la dernière fois,
ne faudrait pas que ça engendre d'autres malédictions. De grâce, le Seigneur qui est Dieu miséricordieux, qu'il ne maudisse pas le pays. Et que Tété, Ildefonse Apaki estime qu'il faut des préalables avant d'aller à la purification. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, certains analystes pensent que cette purification est également une bonne chose, malgré le fait que des excuses publiques n'ont pas été présentées pour l'instant. Non, mais moi, je ne savais pas que mon aîné Ildefonse a cette qualité de prédication. Donc, je crois qu'on aurait eu besoin de ses services dans ce processus de purification. Ah bon? Oui, non, il faut le dire. Donc, ça, c'est une autre qualité. Peut-être qu'après le journalisme, il va développer cela. Il sera un très bon pasteur, pas un bluffeur que nous voyons sur la place publique. C'est peut-être un prêtre catholique raté, on ne sait jamais. Oui, le connaissant, je sais. Et là, je dis, certes, il a cité un verset public, mais le verset public, là aussi, amène à, disons, à cette réconciliation. Mais avant cette réconciliation, donc, je crois que on doit questionner beaucoup plus le processus. Donc le HCRU ne s'est pas levé aujourd'hui de son propre gré pour mettre en place, disons, cette semaine de purification. C'est par rapport aux recommandations de la CVJR. Qu'on nous dise qu'on aurait parlé, qu'on aurait souhaité parler de restauration, de purification, l'essentiel c'est que on lave le sang togolais et sur le sol togolais et qu'on puisse dire envoyer le message à tout le commun des mortels que en fait nous n'avons plus besoin et on ne veut plus que le sang des Togolais soit versé sur l'autel des considérations politiques et partisanes. Donc je crois que sur cet aspect... Pour vous, c'est le message important. C'est le message important parce que vous voyez, le sang de l'humain regorge ce qu'on appelle spirituellement de l'énergie. Donc, lorsqu'on verse le sang d'un humain au sol, ou bien lorsque le sang d'un humain est versé, donc c'est dire que c'est une sorte de malédiction. Donc, il va falloir essayer de faire cette purification-là. Moi, je voudrais féliciter plutôt toutes les confessions qui se sont investies dans cette semaine de la purification, en commençant par les religions traditionnelles. C'est vrai, je crois qu'à un certain moment, lorsque vous avez fait la théologie, vous descendez un peu dans ce qu'on appelle l'inculturation. Et le grand frère Ildefonse y est allé lorsqu'il nous a dit comment la consultation des oracles se fait avant de passer à la matérialisation du bon vouloir de ces oracles-là. Et nous avons entendu le Toglu Nyagwedjo qui a dit que en fait, en amont de cette semaine de purification, qu'ils ont fait des consultations et que les consultations demandaient un certain nombre d'exercices. N'étant pas un consulteur agréé d'oracle, donc je lui accorde tout le bénéfice du doute que réellement les oracles ont été consultés et voilà ce qui a été fait. On était à la conférence de presse de lancement même de cette semaine de purification. On a vu un acteur politique qui est Christiani Céleste qui a dit qu'au niveau de l'église du Christiani Céleste, ils n'ont besoin que de 3 choses. L'encens, le parfum Saint-Michel, plus, je crois, le 3e paramètre, je l'oublie un peu. Quoi? L'huile sainte. Oui, l'encens, l'huile sainte et puis le parfum Saint-Michel. Donc l'acteur politique là, c'est Thomas Nsoukwe, qui est un christianiste céleste, qui a dit au niveau du christianisme céleste, ils n'ont besoin que de ces 3 choses. Au niveau de la religion musulmane, ce sont les prières qui ont été faites et autres là. Et les autres confessions religieuses également ont imploré le pardon et la miséricorde de Dieu Tout-Puissant sur la terre de nos aïeux. Je crois que c'est un exercice qu'on a fait, mais on doit toujours apprendre de l'exercice qui a été fait. Aujourd'hui, avec moi, je suis réceptif à tout ce qu'on peut faire comme critique, comme insuffisance même de cette semaine de purification. Demain, s'il faut refaire le même exercice, je crois qu'on va essayer d'améliorer la chose. Parce que c'est cette semaine de purification qui précède la réparation proprement dite. Donc là, le HCRU n'a fait que suivre
l'une des recommandations de la CVJR. Maintenant, si la manière de faire n'a pas recueilli l'assentiment de tout un chacun, c'est normal, nous sommes des êtres humains. Disons-nous la vérité, même lorsque vous voulez faire un vol Lomé-Paris, c'est pas tout le monde qui a acheté le billet qui se présente. Donc il y a des gens qui ne prennent pas le vol à ce jour parce qu'à la dernière minute, il y a d'autres considérations. Ou bien lorsque vous achetez, vous allez à la gare, il y a des places qui sont réservées, mais les gens ne sont pas dans les voitures de ces trains. Donc, c'est dire qu'il y a d'énormes considérations, mais l'essentiel, c'est que le train quitte la gare et poursuive son chemin jusqu'à destination, c'est-à-dire de l'autre gare. Maintenant, moi, je ne voudrais pas parler d'escroquerie morale parce que je ne maîtrise pas ce qu'est une escroquerie morale, mais je crois que c'est un processus qui a été voulu, qui a été mis en œuvre. Maintenant, si ce n'est pas bien mis en œuvre, les contributions sont les bienvenues. Mais on a certes besoin de ces cérémonies pour essayer d'apaiser le cœur des Togolais. Et là, faire également le rapprochement entre la justice transitionnelle et la justice classique. Dans ce processus de réparation, on ne fait pas face à une justice classique où il faut présenter les bourreaux, il faut les juger, ou bien il faut les montrer, mais la justice traditionnelle voudrait que les méfaits ou bien les torts qui ont été causés soient reconnus et qu'on essaie de réparer cela de façon symbolique. Eh bien, vous le disiez à l'instant, Credo Tété, que cette purification fait partie des recommandations de la CVJR, recommandation 47 d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire. Et d'aucuns pensent que la recommandation liée aux réformes politiques, c'est cette recommandation qui donne une certaine garantie à ce que cette drame politique ne se répète plus à l'avenir. Fonia Simbe, pas Fonia Simbe, dans la préface du livre blanc d'ailleurs qui a prévu, qui a concerné bien sûr cette réconciliation, le gouvernement dit d'ailleurs, le gouvernement togolais exprime sa ferme conviction que le processus enclenché n'a de réelles chances d'atteindre l'objectif d'apaisement, de réconciliation et de paix que s'il s'accompagne de réformes institutionnelles et sécuritaires renforçant les garanties de non-répétition des violences, des atteintes aux droits de l'homme. Voilà ce que le livre blanc dit dans sa préface. Et... Non, je crois que le livre blanc a été assez explicite. Maintenant, c'est la volonté de mettre en pratique ce qui inquiète, c'est la répétition de cette drame politique. Non, la répétition de cette drame politique... Non, il n'y a pas de garantie. Non, il n'y a pas de garantie, certes, parce qu'on n'est pas encore parvenu aux réformes, mais le train est toujours en marche, donc cela ne voudrait pas dire qu'on ne va pas l'atteindre et autres là. Donc moi, je crois qu'en tant que Togolais, nous devons, certes, les choses de la vie ont fait que nous sommes tellement pessimistes, mais nous devons nous nourrir un peu d'optimisme et encourager nos leaders politiques à aller sur le terrain des réformes, parce que le terrain des réformes, ce n'est pas uniquement l'exercice de nos hommes politiques, mais nous-mêmes, en tant que militants de ces chambres politiques, nous devons contribuer à ce que cela soit fait. Donc on peut lancer, on peut inviter les acteurs politiques, notamment le gouvernement, à prendre langue avec toutes les composantes politiques afin de voir la mise en œuvre de ces réformes comme cela se doit. Et je vous donne la parole très rapidement. Delphonse Akpaki, sur la question des réformes, il y a une nouvelle une pomme de discorde qui s'y greffe. C'est la question de la commission c'est la question de la commission nationale, de la commission électorale nationale indépendante, la CENI. Le gouvernement voudrait d'une CENI et technique. La NC, dans une sortie la dernière fois, a dénoncé ce qu'elle appelle coup de force. Le CAR, à son tour hier, demande à ce que ce cadre à ce que les choses soient révisées au niveau du code électoral, en rapport, bien sûr, en conformité avec le point 3 de l'accord politique global, avec la question des réformes. Je ne sais pas ce qu'il faut encore dire sur ce point, parce que j'en ai tellement parlé, j'ai tellement bavardé. Je perds de l'énergie lorsque je me rends compte qu'en face de nous, ceux qui devaient normalement traduire dans les faits ces réformes n'ont pas la volonté de le faire. Je me rends compte que tout est fait pour que le régime actuel pérennise au pouvoir.
tout est fait. Moi, j'étais sûr qu'avec le vote portant sur la création de nouvelles communes, j'étais sûr qu'on en arrivera là. Parce que il y a eu création alors que le code électoral en vigueur n'est pas adapté à ce que nous avons aujourd'hui. Il faut adapter tout cela. Mais pour adapter le code électoral aux réalités nouvelles, ça va se passer comme la loi portant création des communes a été faite. Ça va se passer comme ça. Si tel n'était pas le cas, les partis politiques de l'opposition... Vous donnez raison donc à l'ANC qui parle de coup de force. Mais c'est un coup de force. J'ai écouté tout ce que ces messieurs ont dit la dernière fois durant leur conférence de presse. J'ai lu également le communiqué du CAR qui est paru, qui renvoie d'ailleurs au point 3 de la PSG. Donc ce qui fait, c'est ce que je dis, cela ne respecte pas ce qui a été dit, parce que ceux qui ont la responsabilité de faire les choses pour que tous les Togolais se sentent Togolais, comme l'a dit Credo Tété tout à l'heure, seulement qu'il a oublié que certains Togolais ont le pouvoir de tuer les autres sans qu'on leur demande des comptes. Nous sommes dans une même république. Tout ça, ça se fait sur la base d'une seule envie. Tout faire pour garder le pouvoir, c'est tout. En tout cas, Robert Doucet a dit, le chef de l'État, François Gnassingbé, ne voudrait pas s'éterniser au pouvoir. Vous savez que ça me fait sourire quand vous vous focalisez sur certaines expressions, bien certains propos de ceux que vous appelez ministres togolais, parce que M. Faure Gnassingbé lui-même nous a dit, un 25 février 2005, au Palais des Congrès, que son père lui a dit de ne jamais laisser le pouvoir. C'était dans une situation de crise, peut-être un peu perturbée. Est-ce qu'il a dit? Mais qu'est-ce que le ministre des Affaires étrangères dira? C'est son patron qui a parlé. Et lui, qu'est-ce qu'il veut dire? D'ailleurs, le ministre lui-même n'arrive pas à savoir certaines réalités de son gouvernement sur un même point. Vous les entendez avoir des avis divergents. Vous voulez que je croie à ce monsieur? Celui au nom de qui il parle dit que son père lui a dit de ne pas laisser le pouvoir, et lui il vient dire que lui n'a pas envie. Bon, attends, les deux, il faut croire. Il faut croire au propos de qui des deux. En tout cas, Credo Tété, nous allons donc vers la fin de notre débat. Et Credo Tété, Faure Gnassingbé a promis de faire les réformes. Les réformes ne sont toujours pas faites. On attend toujours ce que va sortir, ou ce qui va sortir de la commission de réflexion mise en place, puisque les réformes, c'est tout ce que le peuple togolais attend. Oui, je crois que l'aspiration du peuple togolais, c'est d'avoir les réformes, mais pas des réformes taillées sur mesure qui avantagent une partie par rapport à une autre. Donc, avec la promesse du chef de l'État, moi, je voudrais jouer à l'observateur pour attendre, voir encore pendant quelques moments si cette promesse sera matérialisée. Mais l'essentiel, c'est qu'il faille que les acteurs politiques puissent réfléchir sur le système politique dont le pays a besoin à l'heure actuelle. Donc, on ne fera que les encourager pour dire de prendre en compte les aspirations des populations et de faire les choses. Certes, les réformes ne sont pas encore faites, mais cela ne voudrait pas dire qu'elles ne seront pas faites un jour. Un jour. Un jour. Et des fois, ça pas qui un petit dernier mot. Non, mais je suis toujours sceptique face à ce régime qui régente le Togo. Je le dis sans crainte. J'aime voir se traduire dans les faits ce que les premiers responsables du Togo disent. Mais pour le reste,
je n'ai pas confiance. Nicolas Lawson pense que la radicalisation de l'opposition a contribué à cet état de choses. Qu'est-ce qu'il met dans la radicalisation? L'extrémisme. Qu'est-ce que vous mettez dans l'extrémisme? Lorsque vous avez lu quand même son courrier. Oui, mais moi j'ai deux choses à dire. Lorsque vous êtes en face d'un régime qui a l'armée, qui a les armes, qui a les chars, qui a les gaz, qui a les matraques, en face d'une opposition qui n'a rien, vous parlez de radicalisme par rapport à quoi? Vous parlez d'extrémisme par rapport à quoi? Ils ont tout, ils ont même les institutions. Vous parlez de radicalisme allez lui poser la question de savoir, il parle de radicalisme par rapport à quoi? Espérons que très bientôt. M. Chaba avait dit dans ce pays que le RPT aura tout. Ils ont tout. Ils ont tout. Qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez de radicalisme par rapport à quoi? Maintenant, vous voulez aller forcer les gens à accepter tout ce que vous posez comme acte incongru. C'est ça. C'est ce qu'ils veulent. Nicolas Lawson pense donc que les modérés politiquement au Togo ont été traités toujours de tous les noms d'oiseaux et les radicaux ont toujours voulu s'imposer aux autres. Et voilà son analyse de façon brève, de façon ramassée de la situation sociopolitique. Non, je dirais que l'analyse de M. Nicolas Lawson, le président de PRR, est assez subjective. Donc c'est son analyse. Donc il y a cette subjectivité dans la lecture de ce qu'il est en train de faire. Mais je dis, c'est quelqu'un qui ne parle pas en l'air, parce que c'est quelqu'un qui parle par rapport au vécu quotidien, par rapport à ce qu'il a constaté sur le terrain en termes de comportement de nos hommes politiques, dont lui-même. Mais je voudrais clore mes propos en disant que, en fait, le scepticisme et le pessimisme n'ont jamais fait évoluer les choses. Donc il faut avoir une petite dose d'optimisme lorsqu'on veut avancer dans la vie. Même sur le plan religieux, pour paraphraser mon aîné Idelphonse, il faut un peu de foi pour faire bouger les choses. Donc il faut avoir, disons, cet optimisme et il faut avoir cette croyance que les choses vont aller. Et Monseigneur Bariga, qui a eu à présider la CVJR, a dit: fais ta part. Donc chacun doit faire sa part dans ce processus. Merci à vous, Credo Tété, directeur de Publication Journal Le Médium, d'avoir accepté de débattre de ces sujets d'actualité avec nous. Merci également à vous, Idelphonse Akpaki, directeur de Publication Journal La Gazette du Golfe, administrateur du site d'information La Gazette du Togo.com. Cette émission, vous pouvez donc la retrouver sur lagazettedutogo.com. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.